Bonjour. Alors, nous aurons compris que chacun des 4 premiers cours où nous sommes entrés dans le vif de notre recueil est consacré à l'une des saisons qui forment le premier livre. Les quatre saisons forment le Jokan, le premier des 2 livres du Wakando Eshu. Et nous allons pour l'instant suivre le calendrier et nous en sommes à l'automne. C'est une rubrique donc, qui comporte 24 séries et qui suit à peu près le même schéma que ce que l'on a vu pour les 2 premières saisons. Donc nous aurons le début de l'automne, Rishu, suivi des autres périodes de la saison, y compris bien sûr le Tanabata, n'est-ce pas, le 7e jour du 7e mois, où la tisserande rencontre le bouvier par-dessus la Voie lactée. C'est une grande fête au Japon et en Chine autrefois en tout cas. Nous avons aussi les plantes d'automne qui sont représentées, le chrysanthème, alors je l'ai mis ici, la valériane, la patrinia, n'est-ce pas, ou la patrini selon les traductions, ominaeshi, la lespédèse, l'orchidée, l'hibiscus, les feuilles d'érable, koyo, momiji, et la chute des feuilles, rakuyo. Nous avons aussi les animaux, les oies sauvages, kali, sur lesquels nous reviendrons, les insectes en général, mushi, les cervidés, les phénomènes naturels comme la rosée, le brouillard. Et ça finit un peu comme avec la chanson, ce que je pourrais traduire par les lavandières, n'est-ce pas, la grande lessive d'automne, le nettoyage des vêtements que l'on bat pour sécher. Et donc, Toi, c'est la dernière rubrique de l'automne. Alors, nous n'avions que l'embarras du choix. Je me proposais d'aborder deux séries seulement, c'est-à-dire la Lune d'une part et la Valériane. Pourquoi la Valériane? Parce que, comme vous le voyez, n'est-ce pas, le 4e mot, Ominaeshi, il est écrit avec les caractères chinois qui forment Joroka, nul endroit en chinois, et le terme omina est voisin de omuna, c'est-à-dire onna, la femme, et dans la poésie traditionnelle japonaise, c'est considéré comme une métaphore de la femme. Alors évidemment, il y a une différence assez nette de sens entre les caractères chinois en chinois et les caractères chinois en japonais, puisque joro nulang en chinois veut dire la très jeune fille, la petite fille, alors qu'en japonais, ça a pris le sens de la courtisane. Et j'aurais voulu, malheureusement, je n'aurais pas le temps d'insister sur Ominaeshi, puisque vous savez que ça a développé un sens assez intéressant dans la poésie bouddhique, ce qui nous intéresse aussi. Malheureusement, je n'aurais pas pu le faire, et nous allons donc considérer la Lune, et après faire un excursus, si l'on peut dire, sur les oies sauvages. Vous verrez pourquoi. Donc, nous abordons la série de la Lune, qui commence par une citation de Po Chuyi, qui est la Lune de la mi-automne, Chūshū no Tsuki. En réalité, cette série, la série de la Lune, en prolonge une autre. C'est un appendice à une série qui était consacrée à la Lune du 8e mois, Hachigatsu Jugonichi, donc l'une des grandes fêtes de l'année, où l'on contemple la pleine Lune en écrivant des poèmes et en savourant quelques coupelles de vin aussi, n'est-ce pas, le tsukimi, n'est-ce pas. Il faudrait donc les lire ensemble, et si nous les lisions ensemble, si nous avions eu le temps de les lire ensemble, nous aurions vu des pré-allusions très intéressantes qui donnent une certaine tonalité au poème que nous allons lire, en particulier avec ce poème qui est le numéro 250, qui est avec des allusions très précises au nom de Li Fujin, n'est-ce pas, la concubine puis l'épouse de l'empereur Wu Dehan, et de Yang Guifei, Yo Kishi, et la favorite au sort tragique de Xuanzong, de l'empereur des Tang au 8e siècle. Cette citation donc, que nous allons voir maintenant est en quelque sorte préparée par celle-ci, où nous avons explicitement des allusions, des renvois au thème historique des concubines. Et nous allons voir ici qu'il est repris sur un autre aspect, le thème de la concubine délaissée.
et qui n'apparaît pas dans la citation, justement, ce qui nous fait encore insister sur l'importance de ce qu'on peut appeler le sous-texte, l'hypotexte, le subtexte, comme l'on veut, que je prends ici dans un sens un peu différent de la normale. Mais comme on voit, c'est encore une résonance extratextuelle, qui présuppose à la fois la lecture du poème complet, dont nous n'avons qu'une citation, et le lien avec ce qui précède. Voici donc le distique de Po Chuyi, que encore une fois, donc, vous avez la transcription au tableau, si j'ose dire, et les caractères, donc je ne vais pas les lire en japonais, mais je vous les donne seulement une traduction en chinois, une traduction un peu interprétative, évidemment. Donc, voici la citation. Qui donc, au-delà du Longshan, partira pour de longues expéditions de protection contre les barbares? Et dans quel jardin, quelque part, se renouvelleront les adieux? Même en sachant que la lune est dans le titre, n'est-ce pas, comme vous le voyez, on ne saurait trop voir le rapport avec ces vers, à moins bien sûr de se reporter au texte, n'est-ce pas, le rapport entre la lune et ces vers. Il faut donc se parcourir le poème en entier. Je vous le donne en dessous. Je n'ai pas mis la transcription japonaise. Bon, de toute façon, vous pouvez la trouver très facilement sur Internet pour ceux que ça intéresse. Et je vais simplement parcourir le poème avec vous. Un poème dont le ton est assez amer. La clarté inconcevable de la lune, n'est-ce pas, porte sur des milliers de lieues, enfin des lieues à la chinoise ici, mais qui sont comprises à la japonaise au Japon, bien sûr. Donc, je vous dis, c'est un demi-kilomètre en Chine et c'est 4 kilomètres au Japon, à peu près. Donc, elle parcourt le ciel, la lune parcourt le ciel, compagne des chagrins et marraine des rancœurs. Que ce soit le soldat qui part aux frontières, garder les forteresses qui protègent les barbares, et la contemple en pensant au pays natal, que ce soit les amants qui se séparent dans un jardin, leurs deux visages tournés vers elle, l'un partant pour un long voyage, ou bien, comme le commente Eisai, les amants ou intimes qui prennent la lune à témoin de leur séparation, on peut comprendre des deux façons, que ce soit la concubine délaissée qui s'en retourne au gynécée, désormais seule, ou bien le vieux général vainqueur des barbares, qui désormais inutile la regarde du haut du pavillon où il s'est retiré, combien de désespoir aura-t-elle ainsi éclairé? Mais, le dernier vers, le lapin de jade et le crapaud d'argent, dans l'espace lointain, n'en ont cure. Ce sont évidemment les deux figures que voient les Chinois dans la Lune, n'est-ce pas? Donc la Lune, qui est ici considérée comme un astre froid, l'astre froid des nuits et spectatrice indifférente des drames humains. Nous remarquons combien le sous-texte est important avec la mention des concubines délaissées, mention explicite ici, n'est-ce pas? Vous voyez la troisième ligne, le premier vers de la troisième ligne, l'ancienne concubine qui a perdu la faveur impériale et qui s'en retourne dans la nuit vers le gynécée. Mais elle est implicite, mais elle est assumée comme connue des lecteurs de la part de Kinto. Le jeu est d'ailleurs assez subtil, car le distique précédent, mentionnant Yokishi et Rifujin, donc qui était l'œuvre de Minamoto no Shitago, dont on a parlé la dernière fois, comporte trop de résonance lui-même, ce poème, avec le poème de Po Chuyi que nous voyons à présent, pour ne pas estimer qu'il s'en inspire. Donc c'est une sorte de... Vous voyez les jeux auxquels se livre Kinto. Le poème sino-japonais de la série précédente annonce et en quelque sorte est présenté comme inspiré par celui... semblant inspirer celui qui suit. Mais nous n'avons pas le temps de nous arrêter à cela. Le second distique est attribué à un poète chinois dont on ne sait pas grand-chose par ailleurs. Donc c'est Yingjian, n'est-ce pas, Eiten en japonais, dont ce morceau est conservé dans une anthologie japonaise de poèmes chinois, continentaux, qui comporte aussi des auteurs coréens, ce qui est intéressant, et qui date de la fin du Xe siècle et s'intitule Senzai Kaku, n'est-ce pas, les beaux vers du millénium, si on peut dire, compilés par Oe no Koretoki. Donc vous voyez les dates ici, mort en 963. Comme ce distique est inséré entre deux extraits de Po Chuyi, on a pu estimer qu'il a été mis par erreur et que sa place était donc en troisième de la série. C'est vraisemblable, mais nous devons suivre le texte reçu.
Le fait est cependant que ce passage n'ajoute pas grand-chose, d'autant plus que nous n'avons pas le texte complet du poème. On pourrait penser qu'il prolonge le second vers du poème précédent de Po Chuyi sur la lune qui parcourt le monde, en décrivant son mouvement. En voici la teneur. C'est le poème de 53, donc. Les flots d'automne se gonflent, et véloce file l'esquif. Les nuages de la nuit se rassemblent tous, et lente procède la lune. Le poète joue sur l'illusion d'optique dont nous avons tous l'expérience. L'impression que la lune se meut dans le ciel, alors que ce sont les nuages qui volent rapides, poussés par le vent. Le commentateur médiéval, d'ailleurs, mentionne à ce sujet un passage du Baopuzi, l'espèce de somme d'encyclopédie taoïste du IIIe siècle, du IVe siècle plutôt, enfin tout début du IVe siècle après Jésus-Christ, de Gerong Kakko. Et donc ce passage du Baopuzi étant, en voyant les nuages se hâter vers l'ouest, on pense que la lune va à l'est. On pourrait, à partir de ce rappel de Eisai, penser que nous avons encore ici une allusion à la confusion des sens, c'est ce dont j'ai parlé la dernière fois, de celle que nous trouvons fréquemment dans la poésie japonaise. J'ai souvent mentionné le thème de Yoshino, n'est-ce pas, les cerisiers de Yoshino que l'on confond avec la neige ou les nuages ou les brumes de printemps selon les poèmes. Donc, mais le commentateur n'élabore pas. Nous allons donc passer à la troisième citation, qui est la seconde citation de Po Chuyi. Ce sont 2 vers tirés d'un poème de 8 vers, donc, où revient le motif du compagnon, que nous avons souvent vu chez Po Chuyi déjà, de l'ami avec qui partager ses sentiments. Le distique choisi est le suivant. Sans avoir sombré dans l'ivresse, Qianzhong, comment partirai-je? De Qianzhong, mais je laisse comme cela. Vous allez voir pourquoi, enfin, ce n'est pas très important. Mais sans avoir sombré dans l'ivresse, Qianzhong, comment partirai-je? Au mont Mowei, la lune, qu'elle est blafarde. Il y avait dans les anciens commentaires un certain flottement sur les toponymes. Qianzhong, donc Kenchu, oui, Kenchu, vous verrez beaucoup d'éditeurs modernes japonais se conformant à une habitude qui a été prise au long des siècles, lisent Kinshu, vous voyez, la lecture la plus facile, n'est-ce pas, avec la lecture directe de la partie phonétique, mais c'est Qian en chinois, et la lecture, la prononciation Ken est bien attestée en japonais aussi, donc je préfère la remettre ici, malgré les éditions modernes. Encore qu'à l'époque médiévale, il semble que beaucoup de gens, justement par facilité, aient lu Qin. Donc Qianzhong est situé à Qiannan, région au sud de la province plutôt au nord de la province de Guizhou, qui est elle-même une province du sud, et si bien qu'on parle parfois aussi du Sichuan, la province du Shizhenshu, n'est-ce pas, à laquelle elle appartenait peut-être à l'époque. Le mot Weishan, le Baisan, n'est-ce pas, qu'on peut lire aussi Maïsan, étant un site de cette région mentionné au moins une autre fois par Po Chuyi. Nous ne pouvons entrer dans les détails géographiques, car les toponymes sont très nombreux dans ce poème, mais nous devons quand même nous référer au texte complet du poème que je vous donne ici, dont l'extrait concerne les 2 derniers vers, comme vous le voyez. C'est vraiment la conclusion. Il a pour titre, ce poème, en accompagnant le lettré civil ou retraité, n'est-ce pas, Shoshi, Chushi, celui qui n'a pas pris la carrière officielle en tout cas. Xiao, le caractère est mis en épais, vous voyez, c'est le Xiao, Shou, donc le Shou Shoshi. En accompagnant le lettré civil Xiao dans son voyage à Qiannan. Donc c'est un ami de Po Chuyi dont le caractère est esquissé dans la première moitié du poème. La première moitié du poème concerne son ami et la seconde partie décrit les sentiments de l'auteur. Donc ce vieil ami Xiao est féru de lettres et ami de la bouteille, comme vous le voyez, aussi léger socialement, sans doute, peut-être aussi physiquement, qu'un nuage flottant. Son immatérialité est renforcée par ses favoris ou ses rouflaquettes à la blancheur de givre. Il a renoncé à toute activité lucratique. Son métier, c'est la poésie. Le troisième caractère, donc le premier de la deuxième ligne. Le premier vers de la deuxième ligne.
Son métier, c'est la poésie. Famille, jardin, il a tout oublié. Sa patrie, c'est le vin. Pochiyi l'a quitté et se retourne par le fleuve, le Yangtze-Jiang. Il y a une erreur sur le caractère Yang, excusez-moi, c'est la clé de l'arbre. Et c'est en arrivant aux gorges de Ba, que vous voyez à la troisième ligne, le troisième caractère de la troisième ligne, donc en arrivant aux gorges de Ba, qu'il peut enfin tracer les mots de ce poème, Pochiyi. C'est en passant Wuyang, où commencent les gorges de Ba, n'est-ce pas, que le cri des singes sur la rive ravive sa mélancolie. Et vient enfin le distique cité. Il lui a fallu l'aide du vin pour parvenir à se séparer de son ami, et la lune lui apparaît, pâle et lointaine, comme le dernier lien qui subsiste entre eux. Ce poème fort célèbre est susceptible de plusieurs interprétations grammaticales dans le passage qui nous concerne. Je n'entre pas dedans. Je prends donc ici Tianzhong, Kenshu, comme complément de provenance ou d'objet du verbe salu, n'est-ce pas? Kenshu o salu. C'est d'ailleurs ainsi que semblent l'avoir compris les poètes de style sino-japonais qui ont repris ce verbe. Je voudrais simplement que l'on retienne l'expression jionas, le premier vers de la troisième ligne, n'est-ce pas? La fin du premier vers de la troisième ligne. Jionas, former des mots, tracer des lettres, parvenir à écrire, donc, dont je me hasarde à proposer qu'elle va constituer un sous-texte à ne pas oublier pour les poèmes suivants, et au-delà même de cette série. Je vais vous le montrer. Après 3 citations chinoises, nous avons le même nombre de citations de poètes sino-japonais. La première étant de Mimune no Masahira, fonctionnaire et lettré de Heian, qui participa à la rédaction de plusieurs œuvres importantes comme le Engishiki ou le Sandai Jitsuroku, auquel participa aussi Sugawara no Michizane, et qui fut docteur ès lettres, Monjo Hakase. Quelques-uns de ces poèmes sont inclus dans des recueils de kanji, de poèmes sino-japonais, mais nous n'avons malheureusement pas le texte complet de celui-ci. Le titre nous indique que le poète admire la lune au jardin du palais impérial. Kinte, n'est-ce pas? Tsuki o mote asobo. Kinte ni tsuki o mote asobo. Nous indique donc, voyons tout d'abord le sens. Bon, là encore, je fais une petite synthèse des différentes lectures japonaises. Tenzan niwa, on peut rendre le parallèle. Tenzan niwa moaki maezu. Au Tianshan, on ne distingue plus l'année des neiges. En quelle année sont tombées les neiges qui s'y sont accumulées? À Hoppu, Goho en japonais, parfois Gappo aussi. Il y a plusieurs lectures japonaises, de nombreuses lectures japonaises même. Gardons Goho qui est la plus immédiate ici. Donc, à Hoppu, Goho, on ne peut que s'égarer sur les perles des jours anciens. C'est un peu cryptique encore, mais donc nous gardons ici les toponymes en prononciation chinoise, c'est pas Tianshan pour Tenzan et Hoppu pour Goho, pour préserver le ton exotique du poème. Le sens donc en est abscon et la compréhension n'en est pas facilitée à première vue en raison des divergences et erreurs des commentateurs anciens. Ce n'est pas la peine d'insister sur les Tianshan, n'est-ce pas, à l'ouest extrême de la Chine, au nord du bassin, enfin si c'est encore la Chine, n'est-ce pas, au nord du bassin du Tarim, dans le Xinjiang, le Turkestan oriental. Sinon, pour relever que Eisai, dans son commentaire, dit de ces monts aux neiges éternelles qui ne reçoivent de neige à aucune des 4 saisons, Shiki, Yuki et Zu, ce qui est très bizarre. Cela ne l'empêche pas de poursuivre en disant que le poète prend la lumière de la lune pour les neiges des Tianshan. Donc c'est tout à fait intéressant, qui se sont accumulées au point que l'on ne peut savoir si elles sont de l'année ou des années précédentes. Cela semble contradictoire avec ce que vient de préciser Eisai. Donc s'il n'y a pas d'erreur de lecture, il faudrait croire que le commentateur pense que ce détail ne vient que renforcer l'illusion dont est victime le poète. C'est allé peut-être un peu loin, mais en tout cas, Tianshan, ce sont les neiges éternelles. Et c'est peut-être quand même dans ce sens que l'a pris le poète lui-même. Hoppu est le nom d'une région littorale de la province méridionale du Guangxi, grosso modo en face de la grande île de Hainan, n'est-ce pas, au sud de la Chine.
Ce qui rend aussi singulière la précision de Eisai, donc le commentateur médiéval auquel je me réfère souvent parce que c'est l'un des plus systématiques, qui veut la situer, alors il veut situer cette région de Hepu dans les Kunlun Shan, n'est-ce pas, Kunlunzan, qui est la chaîne de montagnes symétrique en quelque sorte du Tian Shan, qui borde le sud du bassin du Tarim, n'est-ce pas, du désert du Taklamakan, et sépare ce bassin du Tibet. Alors cela ne l'empêche pas de reprendre au mépris de la vraisemblance géographique l'épisode historique qui justifie la mention de ce lieu dans le poème de Masahira, épisode dont la mémoire est conservée dans le Changyu, n'est-ce pas, le Seigo, ce sont ces expressions chinoises de 4 caractères qui se réfèrent à un épisode historique et qui deviennent proverbiales, n'est-ce pas. Ce Seigo ne semble pas exister en japonais, enfin ne semble pas se trouver en japonais, mais rien n'est impossible. Donc vous le voyez ici, donc il faut le prononcer en chinois, Hepu Juhuan. Les perles reviennent à Hepu. Donc c'est un peu comme en anglais, ce serait Happy Days are here again. Dont le héros est Mang Chang, donc Mang Mo Shokun, qui est un politicien intègre qui, lorsqu'il fut chargé de gouverner ce district, put mettre fin à la politique de prévarication de son prédécesseur, politique qui était si horrible qu'elle avait fait fuir les perles que l'on y recueillait, les huîtres perlières en tout cas, lesquelles revinrent après, donc avec la sage administration de Mang Chang, donc témoignage de l'effet du sage gouvernement sur la nature. Puisque le titre indique bien que le poète admire, le verbe moteasobu signifie jouer avec, se délecter de. Ici, nous pouvons aller jusqu'à comprendre jouer avec l'image de la lune. Donc le poète admire la lune dans le jardin impérial japonais de l'empereur du Japon. Nous comprenons donc qu'il se plaît à en considérer la pâle clarté de la lune, d'une part comme les neiges du Tian Shan, d'autre part comme les perles du Hepu. Les Tian Shan sont la limite extrême de l'empire chinois. Du jardin impérial japonais, le poète courtisan aperçoit dans l'image de la lune le reflet de cette frontière lointaine. Il lui fut d'ailleurs reproché, si l'on en croit Eisai et d'autres encore, de comparer l'empire japonais à ce recoin reculé, Hempi Natokodo. On écrit aussi Hempi avec un autre caractère, vous vérifierez. La plupart du temps, c'est un autre caractère, le caractère de Hen, de Henken no Hen, n'est-ce pas. Donc, on a parfois d'ailleurs reproché à Masahira de comparer les limites du jardin du palais impérial avec un endroit qui est chez les barbares. Masahira pensait bien faire, et il a bien fait si l'on en croit d'autres commentateurs. Alors, de l'autre côté, le retour des perles proclame l'action du sage souverain. Et le poète confond l'éclat de la lune, l'éclat de la lune pour le poète fait penser aux perles qui reviennent sous le sage gouvernement de son souverain. Donc on comprend que l'empereur à qui s'adressaient ces vers, Daigo ou Murakami, selon les sources, les a grandement appréciés, ainsi que le relatent certaines anecdotes. Mais l'autre aspect de ce distique est encore plus intéressant, en ce qu'il élabore ses métaphores sur une illusion d'optique, une confusion des sens, dont nous avons vu plusieurs exemples à propos de la Lune dans le cours d'il y a 2 ans sur les poèmes odieux, mais aussi à propos des fleurs de cerisier et de neige dans notre séminaire des hautes études. On peut considérer que ce poème fait en cela écho au distique que nous avons vu plus haut sur les mouvements contradictoires de la Lune et des nuages, et accentue davantage encore l'idée d'illusion, répondant ainsi, bien que le poème soit de style chinois, à un thème déjà bien présent dans le waka. Là encore, la citation de poèmes chinois en préalable amène de façon naturelle ce gauchissement typique de la poésie japonaise. Il est remarquable aussi que cette illusion serve à illustrer la grandeur de l'empereur. Cela explique aussi certainement, en plus, les reproches qui ont été faits au poème par quelques zélés courtisans. Cette impression d'irréalité est renforcée par le poème qui suit, œuvre du prince impérial Kane Akira, qui est donc Kane Akira Shinno, mort en 987. L'un des fils de l'empereur Daigo, considéré comme le premier membre de la famille impériale à avoir été un poète de style chinois reconnu. Ici encore, le poète reprend un thème on ne peut plus connu,
comme dans le poème de Li Po, par exemple, que je vous donne en note ici, en appendice ici, n'est-ce pas? Le poème de Li Po, Li Haku, n'est-ce pas? Sur les pensées dans le calme de la nuit, Seiyashi, qui est l'un des poèmes les plus connus de la langue chinoise et que l'on a ici. Vous savez qu'il est connu sous deux versions, n'est-ce pas? Enfin, il est répandu sous deux versions. Celle que je vous donne ici est la version répandue au Japon. La version chinoise est légèrement différente, ce qui a même failli déclencher un incident diplomatique lors de la visite du Premier ministre chinois Hu Jintao au Japon il y a quelques années. Donc, enfin, ce n'est pas la peine de... Vous voyez, alors, c'est-à-dire essayer de le traduire va nous engager dans des polémiques sur le sens de certains mots. Je le prends au sens le plus commun au Japon, n'est-ce pas? Donc, c'est le poète aperçoit au pied de son lit la lumière de la lune et il se demande si ce n'est pas du givre sur le sol. Voilà. C'est ici qu'est donné le sentiment d'illusion d'optique. Alors donc, vous voyez qu'on a ici un peu la même chose dans le titre même du poème, n'est-ce pas? De nuit, la lune comme le givre d'automne. Shusho ou Aki no Shimo ni Nitari. Shuso ni bien Aki no Shimo ni Nitari. Alors voici, là encore une fois, je vous donne les 4 caractères, mais arrêtons-nous pour l'instant sur le... Vous voyez que le premier caractère, le premier distique prolonge le titre en quelque sorte, et voici le second distique qui est plus important du point de vue sémantique, bien que, comme vous allez voir, ce n'est pas très facile à comprendre à première vue. J'en propose cette traduction. Va-t-elle s'harmoniser? Donc c'est la lune, ici la lumière de la lune dont il est question. Va-t-elle s'harmoniser au son de la cloche du mont Feng, n'est-ce pas? Hozan, ici Hode, mais c'est Hozan, n'est-ce pas? Fangshan. Et comment alors les grues de Huating, Kate, nous préviendront-elles? Les allusions sont expliquées par les commentateurs. Le premier vers, qui est le troisième du poème, reprend un passage du le Shanhaijin, n'est-ce pas, Sangaikyo, qui est le livre des monts et des mers, donc une sorte d'encyclopédie géographique et mytho-géographique des Han postérieurs, qui a été traduit et très méthodiquement interprété par notre collègue Rémi Mathieu. Donc, dans ce Shanhaijin, vous avez la citation « La cloche du mont Feng s'harmonise avec le givre », ce qui signifiait que cette cloche résonnait dès qu'elle était touchée par le givre. Donc, s'harmoniser, c'est entrer en communion et en communication. Wa su, qui est lu ici, ka su, n'est-ce pas, en lecture kan. Donc, le poète se demande si cette clarté lunaire semblable au givre pourrait répéter le phénomène du Fangshan, n'est-ce pas? Donc vous avez l'explication, vous avez une allusion mythologique qui est doublée dans l'onirique, n'est-ce pas? Puisque ce n'est pas le givre, cette fois c'est la clarté de la lune semblable au givre qui pourrait sans doute faire résonner la neige du Fangshan. Mais le vers suivant est encore moins compréhensible, et d'autant plus que les commentateurs hésitent sur sa source. Nous en faisons une synthèse plausible, sans trop entrer dans les détails, en précisant seulement que Huating était un lieu où se rassemblaient les grues, n'est-ce pas, les oiseaux, les volatiles, associés donc à l'histoire d'un immortel taoïste. Et que ces grues, alors je simplifie, ne chantaient plus dès qu'elles étaient mises en présence soit de rosée, soit de givre, selon les textes. Alors ici, évidemment, c'est le givre dont il est question. Donc les grues, confondant le reflet de la lune avec le givre, elles devraient sans doute se taire. Elles ne préviendront personne de leurs cris. Nous n'avons pas entré plus profondément dans cette citation. Je pense que l'on voit assez facilement qu'elle est prise comme prolongement de l'aspect d'illusion d'optique qui était l'un des deux thèmes de la citation précédente. Il répond aussi au distique de Masahira par la transposition imaginaire de ce qu'aperçoit concrètement le poète dans l'univers des représentations anciennes chinoises. Ici, il voit la lune et nous sommes au Japon, mais c'est le mont Feng, ou le mont Feng, n'est-ce pas, Hozan, Hode, ou bien le belvédère fleuri, Kate, Hananote, qui surgissent à l'esprit du poème.
du poète, comme tout à l'heure les Tianshan ou le Hepu. Ce saut dans l'imaginaire ne fait que renforcer l'irréalité de la perception du poète. Non seulement la Lune devient le givre, mais le Japon devient la Chine. Nous apercevons sans peine de l'effet que crée la répétition de ce genre de superposition, en même temps que de transposition, tout au long du recueil. En réalité, c'est l'un des fils conducteurs de l'ensemble du Wakan no Eishu. Le paysage japonais est mis en relation constante avec les grands sites chinois, mais aussi avec l'histoire continentale. Et le souverain japonais se voit graduellement, mais sans interruption dans le processus, mis en parallèle avec les empereurs chinois. Nous avons vu des exemples de cette transposition, politique donc, et parallèle aux transpositions langagières et religieuses, qui sont aussi l'un des sous-thèmes de ce recueil. Nous en arrivons ainsi à la dernière des citations sino-japonaises, extraite d'un poème dont ne subsiste malheureusement que ce distique, œuvre d'un auteur illustre puisqu'il s'agit de Yoshishige no Yasutane, mort en 1002, et qui est avant tout connu comme l'auteur du Chiteiki, n'est-ce pas, ou les notes du pavillon sur l'étang, dont on sait l'influence qu'il exerça sur le Hojoki de Kamo no Chome, lui-même issu de la même famille des Kamo que Yasutane, en réalité, malgré son nom de Yoshishige. Rappelons aussi que ce bref texte, le Chiteiki, est inclus dans le Honsho Monzui, donc la grande anthologie des textes et des poèmes japonais en sino-japonais, qui date du milieu du XIe siècle, aussi donc à peu près de la même époque que le Wakan no Eishu. On n'oubliera d'ailleurs pas que cet essai en prose est inspiré du texte intitulé Au bord de l'étang, Chijōhen, de Pochuyi lui-même. Il est d'autant plus regrettable que nous n'en possédions rien d'autre que c'est d'autant plus regrettable que les commentateurs anciens relèvent la profonde impression que ces vers avaient fait sur les connaisseurs. Les voici donc présentés sous le titre. Excusez-moi. Je crois que ça n'a pas. Je crois que ce passage n'a pas été repris. Alors je vais vous le lire en japonais. Je vais donc le lire en sino-japonais très, très lentement, et ensuite vous l'interprétez en français. Kyorui, j'explique les caractères en même temps. Kyorui, c'est kokyo, n'est-ce pas? Furusato no namida. Kyorui, suko, kazu no gyo, ikutsuka no gyo, n'est-ce pas? Suko, seiju no kyaku. Seiju, c'est le même caractère que nous avons vu tout à l'heure, n'est-ce pas? L'expédition guerrière, et ju mamoru, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'expédition envoyée pour garder les frontières. Donc, Kyorui, suko, seiju no kyaku. Premier vers. Second vers. Toka, sao no uta. Sao no uta, les chants de la perche, n'est-ce pas? Que je traduis ici par Barcarolle, si vous voulez m'excuser. Les chants de la perche. Toka ikkyoku, hitotsu no kyoku, le chant. Chogyo no okina. Chogyo no okina. Cho, c'est tsuri, n'est-ce pas? Tsuri, et gyo, gyoshi ou gyosha no gyo, le pêcheur, n'est-ce pas? Donc je répète. Kyorui, suko, seiju no kyaku. Il faudrait d'ailleurs prononcer kaku ici, mais tout le monde prononce kaku, même tous les éditeurs modernes. Donc, Kyorui, suko, seiju no kaku ou kyaku. Toka ikkyoku, chogyo no okina. Ou chogyo no o. Voici la traduction. Heureusement, ce n'est pas trop compliqué. Les larmes de nostalgie coulent en ligne, coulent comme des lignes, suko, comme plusieurs lignes, pour le voyageur parti garder les frontières. Un seul air de Barcarolle pour le bonhomme pêchant à la ligne. Vous devrez m'excuser de ces facéties interprétatives, mais remarquons seulement les parallèles contrastés. Plusieurs lignes, suko d'un côté, un seul air, ikkyoku de l'autre. Les larmes sur le pays natal, kyorui d'un côté, les chants de perche, n'est-ce pas, c'est-à-dire funauta, c'est la même chose que funauta ou gyoka, donc les chants de la perche de l'autre. Parti en expédition de protection des frontières, seiju d'un côté, la pêche à la ligne, chogyo de l'autre, et kaku, l'étranger, okina, le bonhomme, le vieillard bonhomme. D'un côté, la guerre et son cortège de tristesse, de l'autre, une paisible vignette de peinture chinoise. Nous avons encore ici l'idée selon laquelle la lune brille pour tout le monde,
sur le malheur comme sur le bonheur. Il n'est pas douteux que l'une des raisons qui ont poussé Kinto, le compilateur de Waka no Ishu, à inclure ces vers de Yasutane est qu'il reprenne tout bonnement le vocabulaire de la première citation de Pochuyi, que je rappelle ici, qui donc, au-delà de Longshan, partira pour de longues expéditions de protection, avec la locution Seiju. Le lien est ici explicitement, ouvertement établi. Mais il convient d'attirer l'attention sur une résonance plus discrète et profonde avec l'expression Kyorui Suko, à propos de laquelle Eisai fait remarquer que le caractère ko, gyo, n'est-ce pas, en japonais moderne on lirait gyo dans ce sens, doit se lire tsuranadu, se mettre en ligne comme des lignes d'écriture. Nous avons vu tout à l'heure dans le hors-texte du second poème de Pochuyi que ce dernier, passant les gorges de Pa, peut enfin tracer les lettres de son poème, Ji-onasu. Les lignes ko qui sont dans ce vers, répondant au chant kyoku du vers suivant, nous sommes donc tout à fait fondés à prendre ce mot au sens littéral et à le voir comme les prémices d'un thème subliminal, si je puis dire, qui va réapparaître de façon fort discrète, mais bien discernable dans d'autres poèmes, c'est-à-dire le thème de l'écriture. Après donc cette série plutôt inhabituelle de 6 citations chinoises et sino-japonaises, 3 de chaque, nous avons encore un nombre un peu plus élevé que d'ordinaire de 3 poèmes japonais. En général, vous avez une ou deux citations chinoises, une ou deux citations sino-japonaises, un ou deux waka. Le premier est plus que célèbre. Il a pour auteur Abe no Nakamado, dont vous voyez le nom ici. Excusez-moi, il y a une erreur sur le Nakamado, n'est-ce pas? Enfin, c'est le Madu, c'est écrit comme Madu, mais enfin, ou bien en 2 caractères. Ce n'est pas le caractère Man Michiru qui est ici. Et le Abe non plus. Le Abe en général avec le Kozatohen, n'est-ce pas? Excusez-moi, ce sont des petites erreurs que vous réparerez sans peine en consultant n'importe quel dictionnaire. Il a pour auteur Abe no Nakamado, 698-770. Parti pour Chang'an avec l'expédition diplomatique sino-japonaise, les Kentoshi, avec l'expédition de 717, et il lui a alors pour compagnon l'illustre Kibi no Makibi, n'est-ce pas, qui est dont l'importance de la culture japonaise n'est plus à rappeler ici. Donc il est parti en 717 alors qu'il allait avoir 30 ans, et il resta sur place pour approfondir ses études, tandis que l'expédition s'en retournait l'année suivante, en 718. Lui est resté, il passa les examens impériaux chinois et fut nommé à des postes de fonctionnaire. Il tenta à plusieurs reprises de regagner son pays natal par la suite, mais il fit naufrage 2 fois, bon, tout cela est bien connu, n'est-ce pas, ou bien il fut empêché par les désordres politiques avec la révolte de Han Lushan, n'est-ce pas, si bien qu'il poursuivit le cursus honorum chinois, il accéda même au poste de gouverneur de l'Annam, n'est-ce pas, du Vietnam, et où il avait d'ailleurs fait une première fois un naufrage, et il resta 6 ans stationné à Hanoï. On dit qu'il se préparait encore à repartir lorsqu'il mourut. Voyons donc ce poème, dont une légende veut que Nakamado l'ait composé devant le poète chinois Wang Wei. Nous possédons n'est-ce pas, nous avons un échange de poèmes entre Wang Wei et Nakamado. Là, je vous donne deux illustrations deux illustrations, l'une d'Edo de tout début Meiji, l'autre plus de Meiji. Et vous voyez la première illustration où le poète chinois et le poète japonais sont bien distingués, puisque Nakamado est habillé à la japonaise, ce qui devait être douteux quand même dans des fonctions bureaucratiques chinoises, tandis que dans la seconde, qui date de l'époque Meiji, cette fois, Nakamado est habillé en lettré chinois. Donc, c'est l'unique poème de Nakamado qui est contenu dans le Kokinshu, n'est-ce pas, au numéro 406, dans la rubrique Voyage d'ailleurs, et pas Automne, Kirio. Il est aussi recueilli dans le Hyakunin-Isshu. Le voici, n'est-ce pas, je vous le donne ici. Peut-être nous allons le lire en japonais aussi, parce que Amanohara, Furisake mireba, Kasuga nadu Mikasa no yama ni ideshitsuki kamo. Kasuga, donc si vous le lisez en transcription, Kasuga, il faudrait mettre une majuscule. Enfin, alors je vous donne tant bien que mal une traduction. Tandis que je contemple la vaste plaine du ciel,
Au mont de Mikasa, tout près de Kasuga, est-ce bien cette lune qui s'y est levée, ou qui s'est levée? Tandis que je contemple la vaste plaine du ciel, au mont de Mikasa, tout près de Kasuga, est-ce bien cette lune qui s'est levée? Ne revenons pas sur la mention du toponyme de Kasuga que nous avons vu à l'envi il y a 2 ans et de sa colline en forme de chapeau de pluie, Mikasa. Il serait très agréable de voir ici une allusion au sanctuaire de Kasuga, au lieu de l'alliance des dieux et des Bouddhas, ainsi que nous l'avions vu. Mais il n'est pas sûr que la date de 710 que l'on trouve pour l'établissement sur ce site comme sanctuaire du clan des Fujiwara soit exacte. Il s'agirait plutôt de 768, soit 2 ans avant la mort de Nakamado. Il ne célébrerait donc ce site que comme paysage poétique, sans arrière-pensée religieuse. Encore qu'il soit très probable que l'endroit n'ait pas été choisi au hasard et qu'il y eut déjà un sanctuaire installé. Et en plus, alors, le Amanohara ne peut faire que penser à un lecteur japonais, à Takamagahara, n'est-ce pas, c'est-à-dire la haute plaine du ciel, Takaamanohara, donc le ciel des dieux japonais, des Kamingami. Il se peut qu'il y ait aussi, quand même, malgré tout, une allusion très discrète aux dieux du Japon. Je n'insiste pas ici, je ne devrais pas trop tirer la couverture de mon côté. Et bien plutôt que l'aspect religieux, il nous faut ici admirer l'effet de miroir extraordinairement ingénieux que réalise Kinto en mettant à cette place ce poème japonais. Nous voyons d'abord, sans même avoir à y réfléchir, que le composé Amanohara, qui est lu Tengen, n'est-ce pas, en les caractères chinois, donc Tengen, la plaine céleste qui commence ce poème, les 2 premiers mots de ce poème, fait un contraste symétrique avec le distique de Mimune no Masahira, vu précédemment, qui commence par les caractères Tenzan, les monts célestes. Ce contraste évident en annonce un autre, plus subtil et profond, que l'on perçoit cependant sans peine, annoncé qu'il est par ces 2 termes qui se répondent. Masahira est au jardin du palais impérial de Kyoto, et, regardant la Lune, se plaît à l'imaginer comme celle qui éclaire l'Empire chinois, en ses 2 extrémités, du lointain Saiki, les contrées occidentales, n'est-ce pas, le Far West, pour ainsi dire, aux mers du Sud, avec les perles de Goho. Ainsi, le poète japonais de langue ou de style chinois, composant en cette langue, laisse son imagination vagabonder dans les représentations prestigieuses, dans tous les sens du terme, du continent. La Lune est un agent d'illusion qui fait passer du Japon à la Chine. Il n'y a pas de contrepétrie ici, sauf si vous cherchez très longtemps. Donc, provoquant l'admiration du souverain japonais. En miroir, nous avons le poète japonais qui, après des années de résidence en Chine, compose enfin un poème en sa langue maternelle, avec la même inspiratrice. Mais sa place éternelle est inverse. Il est, lui, en Chine, le lieu des rêves des lettrés japonais, avec peu d'espoir de jamais revoir son pays natal. Et les lieux qu'il évoque, il les a réellement vus et parcourus. La Lune est le vecteur du retour au réel. Il faut bien sûr considérer ce poème à la lumière de celui qui précédait et des larmes du voyageur, Kaku, parti en longue expédition aux marches de l'Empire, Seiju. Larmes versées sur le pays natal, Kyorui. En juxtaposant ces poèmes, Kinto met en pleine valeur, la relation langagière sino-japonaise et la signification des 2 langues. Il serait évidemment très tentant de penser que Kinto avait aussi à l'esprit l'épisode de la rencontre poétique de Wang Wei et de Nakamado, lorsque le poète chinois avait exprimé le vœu d'entendre un poème en japonais. Ce vœu auquel Nakamado avait répondu en faisant ce poème. Mais même en faisant abstraction de cette légende, l'effet de contraste reste puissant. Et nous allons voir que Kinto ne reste pas là. Le second des 3 poèmes japonais qui viennent clore cette série est aussi tiré du Kokinshu, de la rubrique automne cette fois. Et nous allons voir qu'il s'inscrit dans 2 sous-textes différents, l'un de proximité pour ainsi dire, l'autre de plus longue portée. L'auteur en est inconnu, Yomushito Shirazu, bien qu'il soit parfois dans certaines éditions manuscrites du Wakan Roeshu, il soit attribué à Ono Kochi no Mitsune, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas. Il vaut mieux prendre la mention du Kokinshu. Voyons-en tout d'abord l'énoncé. Je vous lis ma traduction. Sur les nuages blancs, Hane Uchikawashi, je traduis ça. Donc, sur les nuages blancs, battant tour à tour des ailes,
des oies en leur vol se voient jusqu'au nombre, kazu, ou jusqu'à l'ombre, kage, à la lune d'une nuit d'automne. Je répète, sur les nuages blancs, battant tour à tour des ailes, des oies en leur vol se voient jusqu'à l'ombre, ou jusqu'au nombre, à la lune d'une nuit d'automne. La variante du troisième vers, kage, kazu, ne semble pas très importante à première vue, mais nous pouvons nous demander s'il est plus étonnant de voir l'ombre ou la silhouette des oies sauvages se découper sur les nuages que de pouvoir les compter. Le fait que les volatiles se voient si nettement sur les nuages à la clarté de la lune que l'on puisse les dénombrer nous renvoie au poème précédent sur les multiples lignes Su-ko de larmes coulant sur le pays natal, Kyorui, du poème de Yasutane. Et on voit la reprise ici, alors nous verrions la reprise du caractère su par kazu ici. Il est curieux de voir les éditeurs hésiter entre les deux mots, pour préférer la plupart du temps kage pour le wakando eishu, alors que le kokinshu donne la plupart du temps kazu, et qu'il peut paraître évident que l'enchaînement verbal avec ce qui précède entraîne assurément la lecture kazu ici. Nous verrons dans un instant que ce qui suit aussi, bien que non immédiatement, nous incite à persévérer dans ce choix de kazu. Mais quoi qu'il en soit, même en gardant la lecture kage, nous voyons s'accentuer progressivement le lien entre les oies sauvages de l'automne et les cris. Ces oiseaux, à la silhouette ou au nombre bien visible, se découpent en lignes, gyo, ko, n'est-ce pas, sur la blancheur des nuages. Le dernier poème suspend provisoirement cette comparaison pour se présenter comme une conclusion générale sur le rôle de la lune comme agent du souvenir, de la réminiscence et de l'imagination. Il est aussi recueilli dans les glanures poétiques, Shuishu, sans variante d'importance. Son auteur est le prince impérial Tomohira Shinno, l'un des nombreux fils de l'empereur Murakami, connu aussi par son titre, qui n'est pas donné ici, ah si, il est donné ici, oui, Nochi no Chusho, c'est-à-dire le second grand secrétaire. Enfin, je ne sais pas, c'est un titre attribué au détenteur de la fonction de Nakatsukasa, n'est-ce pas? Et si l'on se demande qui était le Saki no Chusho, eh bien, c'était tout simplement Kane Akira que nous avons vu tout à l'heure. Donc voici ce poème. Passant en ce monde, Yoni Fureba, Fu, c'est le furu, n'est-ce pas, c'est le caractère heru, n'est-ce pas, de passer à travers. Passant en ce monde, peut-être n'est-il pas nécessaire de plonger en ses pensées. Pourtant, la lune, combien de fois l'aurais-je contemplée? Ce poème, d'un ton léger, résume clairement ce qui précède. Le poète, sans se l'expliquer, ne peut que remarquer que tant qu'il vit en ce monde et sans que rien ne l'y oblige, l'être humain ravive ses sentiments et ses réflexions dans la contemplation de la lune. Conclusion simple, mais parfaitement irréfutable, comme on peut en convenir. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Nous avons vu comment s'enchaînait et s'imbriquait dans quelques-uns des poèmes sur la Lune le thème des lignes d'écriture et des oies sauvages, donc Ko, Gyo et Kali. Comment les oies à la silhouette nettement découpée sur le parchemin des cieux, pour reprendre la belle expression qui est le titre d'un ouvrage récent de M. Benoît Grévin, évoque le signe, voire le signe d'écriture, ceci dès les poèmes chinois. Il nous paraît donc naturel, à partir de là, de poursuivre notre enquête en passant à quelques poèmes d'une série qui se retrouve plus loin dans la rubrique automnale, série consacrée aux oies sauvages, Kari, Karigane aussi, n'est-ce pas, en lecture japonaise, ou bien Gan en lecture sino-japonaise. En raison du temps dont nous disposons, nous ne pourrons nous arrêter que sur 4 poèmes qui semblent cependant très représentatifs et qui sont dans la suite de cette rubrique Tsuki, la rubrique Gan, Kari, arrivant un peu plus loin dans l'automne. Le premier que nous verrons est d'un poète chinois, dont son nom chinois c'est Do Shunhe, To Junkaku en lecture japonaise, 846-907. Vous voyez, il naît en 846, donc au moment de la mort de Po Juyi.
Nous ne verrons ici que le distique qui est présenté dans le... comme nous n'avons pas le temps de tout voir plus en détail, mais nous avons la chance de voir que les distiques ici prolongent directement cette image, ce qui est peut-être intentionnel de la part de Quinto d'ailleurs. Donc ce distique qui est extrait d'un poème de 8 vers qui est intitulé « Sur la route de Chuan Yang », n'est-ce pas, Kenyo. Vous avez la lecture ici, je vous lis la traduction. Alors ce caractère da s'applique le plus souvent à des bouquets de fleurs, n'est-ce pas? Et il faut considérer ici que les montagnes sont comme des bouquets, la brume qui entoure les montagnes, les pics les font passer presque comme des bouquets, si bien qu'il faut peut-être garder le terme de bouquet. Donc, par 4 et 5 bouquets, splendeur des monts décorés de pluie. Ido, c'est au sens fort, n'est-ce pas? Splendeur des monts décorés de pluie. Sur 2 ou 3 lignes, automne aux nuages ponctués d'oies sauvages. Vous voyez, nous sommes dans un poème chinois pourtant. Donc, l'automne aux nuages ponctués de. Alors, tenzuru aki, kumo ni tenzuru aki, ou parfois kumo ni chozuru aki. Donc, par 4 et 5 bouquets, splendeur des monts décorés de pluie. Sur 2 ou 3 lignes, automne aux nuages ponctués d'oies sauvages. Le caractère cho, qui se trouve dans certaines versions au lieu de ten, accentue encore la comparaison calligraphique, puisqu'il s'agit du modèle de caractère que l'on imite ou de la vignette écrite que l'on colle sur un texte. Donc vous voyez que les oies sauvages ici sont considérées comme des points, des signes de ponctuation sur les nuages. Et ils sont ils forment des lignes, des lignes donc d'écriture, il n'y a pas de doute sur l'intention de l'auteur. Voyons ensuite un distique de Den Tatsuon qui est Shimada no Tadaomi, mort en 892. C'est un distingué poète de style chinois dont il nous reste un recueil qui a été refait après et dont on retient surtout qu'il fut le beau-père de Sugawara no Michizane. Ici encore, nous avons la chance que les vers retenus soient suffisamment explicites pour prolonger la voie que nous suivons. Je vous la lis. Les oies sauvages, volant au firmament. Hekidaku, Hekidaku signifie le ciel, c'est ici. Le ciel de couleur émeraude, donc, qui reprend le terme de Se Aoshi un peu plus loin. Les oies sauvages, volant au firmament, inscrivent le bleu papier du ciel. Le faucon pèlerin, plongeant dans la forêt de givre, détruit le métier de brocard. Le métier, c'est au sens de hataori, c'est-à-dire l'instrument sur lequel on tisse le brocard. C'est-à-dire que le faucon, lorsqu'il plonge, il disperse les fleurs et ça fait comme une sorte d'explosion de multicolore, donc qui fait penser, qui donne l'image à ce poète. Est-ce un hasard que ce soit un poète japonais qui explicite encore davantage la comparaison des oies avec les signes d'écriture? Cette fois, nous avons bien Seishi ni Kaku ou Seishi ni Shosu, comme lisent certains commentateurs. Il ne s'agit plus de ponctuer, mais véritablement d'écrire ici. En troisième lieu, ce distique de Sugawara no Michizane, extrait d'un poème de 8 vers à propos des oies sauvages sur la grève. Ce que vous avez dans le titre, n'est-ce pas? Hinko, ko est ici synonyme de kari, donc c'est hingan, n'est-ce pas? Hama no kari, qui arrive d'ailleurs, cette expression se trouve dans le poème de Michizane. Nous considérons encore ici que la citation du Roeishu, n'est-ce pas? Et voici la citation, et vous voyez qu'avec Hekigyoku, on reprend le Heki de tout à l'heure, Hekidaku, Hekigyoku, qui est encore l'un des points d'intersection des poèmes, n'est-ce pas? Et vous voyez aussi que vous avez le caractère yosou, le troisième caractère so, sho, n'est-ce pas, de keisho, qui répond au caractère que nous avons lu yosou tout à l'heure, qui est une graphie différente, mais qui est homophone en chinois et en lecture japonaise aussi.
Donc la connexion verbale, n'est-ce pas, est tout à fait bien assurée, mais c'est un excellent exemple. Donc, des chevalets posés en biais sur un coteau orné de jade smaragdin. Bon, je pense smaragdin pour ne différencier de C qui vient plus tard. Donc des chevalets posés en biais sur un coteau orné de jade smaragdin, ou bien de perles vertes, selon certains commentateurs. Des lignes d'écriture sur le papier couleur de mousse vert bleu. Deux comparaisons donc pour les oies sauvages, dont nous voyons sans peine que la seconde se situe dans la droite ligne de ce qui précède, en reprenant les caractères pour couleur, la couleur, le nombre, ligne et écrire. Et ici, nous avons bien Sugyo no Sho, n'est-ce pas si on le lisait en chinois, en japonais moderne, Sugyo no Sho, qui est vraiment, et avec le shikishi, le kami, si on lit ensemble, n'est-ce pas, Ido et Shi, nous avons shikishi, le papier teint, n'est-ce pas? Donc nous avons vraiment ici une explicitation bien plus claire que les autres poèmes chinois de la comparaison des oies sauvages avec le texte écrit. Nous passons à un poème du prince Tomohira dont l'explication nous emmènerait trop loin, et nous dirons simplement qu'il prolonge les comparaisons de celui de Michizane. Et pour arriver au poème japonais, voici ici vous voyez la comparaison des Karigane avec le kotoji, n'est-ce pas, les chevalets qui sont sur les kotos, vous avez tout à fait les ailes, le bec, la tête, n'est-ce pas, tout ce que vous voulez. Donc nous arrivons au poème qui prolonge cette mini-série. L'auteur en est Kino Tomonori, l'un des 36 immortels de la poésie, qui est mort entre 904 et 907, et qui collabora au début au moins à la compilation du Kokinshu, puisqu'on sait qu'il est mort avant la publication du recueil. Ce texte se trouve d'ailleurs dans le Kokinshu, sous la rubrique de l'automne. Et elle est la suivante. Au vent d'automne. Au vent d'automne, la première oie sauvage fait entendre son cri. À qui s'adresse donc la lettre qu'elle apporte? Tamazusa, la lettre. L'allusion est ici encore à une anecdote de l'Antiquité chinoise. Elle rapporte comment un envoyé impérial du 1er siècle après Jésus-Christ partit négocier avec les Xiongnu, n'est-ce pas, c'est donc Suwu, n'est-ce pas, Sobu, partir négocier avec les Xiongnu, qui sont peut-être les Huns, le sujet controversé est toujours en débat, et retenu près de 20 ans en captivité chez eux, aurait eu l'idée de nouer une lettre à la patte d'une oie migratrice, informant ainsi l'empereur qu'il était vivant. C'est d'ailleurs une expression, encore une fois, un seigo, n'est-ce pas, un changyu chinois, suwu muyang, suwu gardant les moutons. Nous voyons ici comment l'allusion chinoise, où l'oie n'est pas la lettre, mais la porteuse de lettres, se confond avec les poèmes précédents, où ces oiseaux évoquaient directement les lettres écrites dans le ciel. Des expressions similaires se retrouvent en japonais littéraire, invoquant l'oie, vous savez, ganshin, gansho, kari no tsukai, etc. L'oie devient donc, à cette lumière, le message lui-même. Nous avons déjà vu dans les années précédentes comment l'homophonie du nom japonais de l'oie avec le mot kari, provisoire, phénoménal, non réel, avait été exploitée dans les poèmes bouddhiques. Mais nous avions aussi vu que le nom de l'écriture japonaise elle-même, les kana, s'interprétait comme kari no na, les signes, les noms ou les signes provisoires. Si, dans l'image chinoise, ce sont avant tout les fils d'oies sauvages dans le ciel qui suggèrent l'écriture, pour les Japonais, les oies elles-mêmes évoquent les lettres. On se souvient peut-être du poème de Song Yen que nous avons vu en première année. Je le traduis très rapidement, nous ne pouvons pas expliquer tous les sous-entendus. C'est un poème sur le Sutra du Lotus. Certes, vous ne saisirez point de la main le firmament, il s'adresse aux oies, mais sur le chemin des nuages, pour un temps alignez, vous les oies, les lettres de la loi. Karidani nori no moji o tsuraneyo. Et vous voyez, même les oies alignent les lettres de la loi. Nous avons l'expression kari no moji,
qui évoque bien l'écriture japonaise, kana. On peut ajouter aussi que le signe d'inversion le plus simple en style sino-japonais, n'est-ce pas, dans le Kambun, dans le Kundoku du Kambun, est aussi appelé Karigane Ten ou Ganten, c'est le signe en forme d'oie sauvage, justement. Ce qui répond donc, lorsqu'un japonais lit l'expression tout à l'heure de Tenzuru, n'est-ce pas, les oies sauvages qui ponctuent le ciel, Tenzuru, eh bien, ça lui évoque littéralement la ponctuation du sino-japonais. Nous voyons donc comment cette séquence de poèmes, s'étendant même par-delà les séries identifiées par un titre, déroulent en réalité, en les imbriquant étroitement, des représentations chinoises et d'autres japonaises qui découlent, elles, proprement de la langue japonaise elle-même, par l'homophonie du mot Kari. Cette homophonie joue en retour sur l'interprétation des poèmes chinois et leur donne une saveur particulière quand ils sont transposés en langue japonaise et ainsi réinterprétés. Il n'y a pas, pour autant que nous puissions en juger, de tentative de la part de Kinto pour lier le terme Kari à la doctrine bouddhique, ce qui sera largement mis en œuvre 3 siècles plus tard avec Songen. Mais nous voyons clairement que c'est ici l'écriture japonaise qui est mise au niveau de l'écriture chinoise par l'effet de retour que Kinto effectue en enchaînant des poèmes chinois et japonais sur des thèmes voisins et en guidant le lecteur selon ses propres représentations. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à la semaine prochaine.